Et puis le monde du travail est en constante évolution et les contrats de travail sont devenus plus variés entre les salariés, les journaliers ou encore les indépendants. Il est important de comprendre les différences entre les contrats de travail afin de mieux protéger ses droits. Et c'est ce que Nadja Elja, Mathieu Rambadé et Karine Cassi vous proposent dans ce reportage. Annie Lavé est dans les ressources humaines depuis 2008. Dans son cabinet de conseil en management et recrutement, ouvert il y a 4 ans, cette chasseuse de tête reçoit pour des entreprises des centaines, voire des milliers de demandes d'emploi. On accompagne autant des lycéens, des étudiants, des personnes, des professionnels qui sont en exercice aussi professionnel, qui se posent des questions finalement sur lui-même et sur la place dans la société à prendre pour être heureux et puis performer au travail. Ici, elle recrute pour des entreprises du personnel en CDD, CDI ou en freelance. Dès lors que le recrutement est terminé, on met en place la garantie de remplacement. Et cette garantie de remplacement, elle est importante et essentielle parce qu'elle va nous permettre de suivre à la fois le recruté, de suivre aussi l'employeur pour vérifier que les termes de l'engagement sont respectés. Cet accompagnement est régi par le Code du travail. Cette loi définit les différents types de contrats de travail et leur implication, notamment la déclaration à la CNPS. Il y a des contrats à durée déterminée de 2 mois, de 6 mois et plus. Mais la loi dit que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé autant de fois sans dépasser 2 ans. Quand vous rentrez dans une entreprise sans un contrat de stage, on vous dit que vous êtes en stage de manière verbale, comme ça ne passe pas. Il y a une disposition juridique qui dit que lorsqu'on rentre dans une entreprise, au bout d'1 semaine ou de 2 semaines sans contrat, on est directement en CDI, directement. Le journalier doit être déclaré à la CNPS. Si vous êtes affilié à une entreprise qui vous paye vos prestations. Donc, il y a une prestation de service, il y a une rémunération et puis il y a une subordination juridique. En ce moment, en vertu de l'article 5 du Code de prévoyance sociale, c'est l'employeur qui doit vous déclarer. Mais le terrain laisse découvrir une toute autre réalité. À l'aide de jeux de mots, plusieurs employeurs essaient de s'y soustraire en optant pour le contrat de travailleur indépendant. Et il y a plusieurs entreprises, on ne sait pas, mais qui font avec leurs collaborateurs ou bien avec leurs employés des contrats de prestation de services dans le but qu'il n'y ait pas de problème demain à l'inspection du travail et autres. Un contrat de prestation de service n'est pas un contrat de travail. Par exemple, la personne est constituée en entreprise et vient conclure avec moi un contrat de prestation de service. Sans ça, si vous partez au tribunal avec quelqu'un qui a un contrat de prestation de service, qui est une personne physique, le tribunal risque de vous débouter. La loi est sans ambiguïté, selon cet expert des ressources humaines. Les 3 éléments qui définissent un contrat de travail sont la prestation de l'employé, qu'elle soit physique ou intellectuelle, la rémunération et le lien de subordination. Il y a certaines personnes dans leurs activités, effectivement, se permettent de rédiger des contrats et même dans la forme, c'est quand même juste. Ils font attention pour ne pas, effectivement, qu'on considère comme un contrat de travail. Mais dans l'exécution, c'est tout autre. Quelqu'un vous dit qu'il est indépendant. Vous dites à la personne qui vient de 8h à 18h, tous les jours. Vous envoyez même des demandes d'explication aux concernés. Et que vous vous permettez effectivement de lui imposer certaines contraintes et qu'on sent le poids de la hiérarchie, tout de suite vous êtes en train de sortir du cadre. Donc dans ce point-là, automatiquement ce contrat indépendant ou de prestation de services est requalifié à un contrat de travail. Une situation sur laquelle devraient se pencher systématiquement les ressources humaines. Une relation de travail, c'est la sincérité. Et je pense que ceux qui gèrent les ressources humaines doivent comprendre en amont qu'il y a des obligations qui leur incombent quand il s'agit bien sûr du respect du contrat de travail. Si cette première étape n'est pas respectée, l'employé peut directement interpeller sa direction des ressources humaines ou passer par le délégué du personnel, dispositif légal et légitime en entreprise à partir de 11 employés. À cela s'ajoute l'option de l'inspection du travail ou en dernier recours, le tribunal du travail. Entre faire respecter la nature du contrat de travail et préserver un emploi souvent précaire, les travailleurs n'ont pas trop le choix.